Bonjour à tous et bienvenue dans ce Critflix tout à fait normal. Ici, pas question de ward ou de prévision. Nous allons faire un Critflix tout à fait classique. Seule petite différence, nous sommes à distance cette semaine avec David. Nous n'avons pas pu nous rejoindre dans la vraie vie, mais ça n'empêchera pas cette émission d'être une très bonne émission et d'être un très bon cru puisque c'est notre première émission, j'ai envie de dire, de 2026 après les Critflix Awards. Et donc, on va pouvoir faire un truc tout à fait classique comme d'habitude, avoir nos recommandations, les audiences, quelques petites news et le programme de télévision. Mais alors tout d'abord, effectivement, on peut commencer cette émission avant de demander à ce cher David comment va-t-il après ce week-end si chargé. Salut David, eh bien écoute, ça va très bien. Par contre, si je ne dis pas de bêtises, c'est déjà notre deuxième ou troisième émission de 2026 hors Awards, hein. C'est fort On a probable fait des puisque enregistrements classiques depuis Noël. tu connais ma mémoire défaillante et il est fort probable qu'effectivement on ait déjà eu une émission depuis ce début de 2026, ce qui n'empêchera pas d'en avoir plein d'autres à la suite de Évidemment. 2026. Et on va pouvoir recommencer avec les recommandations. Qu'est-ce que tu recommandes à nos auditeurs cette semaine? Alors, ça va être deux recommandations assez brèves parce que j'ai pas eu de méga coup de cœur. Je vais dire d'abord peut-être l'enregistrement de Qui veut gagner des millions que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder mardi dernier. C'est vrai que bon, en tant que plutôt aficionado de Jean-Pierre Foucault et de Camille Combal, j'ai peut-être un peu plus de mal avec la méthode Arthur, même si je trouve qu'il est de plus en plus bon dans l'exercice. C'est vrai que de voir Jean-Pierre Foucault parmi les invités, ça m'a fait plaisir. Donc ça reste un programme très efficace. D'ailleurs, je peux vous donner en même temps les audiences de mardi, ce sera fait, parce qu'en fait, ça a vraiment très bien marché. On était autour de 3 millions de téléspectateurs, et en fait, il faut que TF1, je pense, continue d'en faire un programme qui soit un programme événementiel, qui soit pas diffusé trop souvent, parce que sinon, c'est vrai que ça serait peut-être un peu dommage de trop se griller. À noter que ce soir-là, donc Qui veut gagner des millions était deuxième derrière Face à Face, et ensuite c'était Pretty Woman à 1,7 million sur M6, loin devant France 2 et Le Grand Échiquier. Et ma deuxième petite recommandation, je dirais le film La femme de ménage que j'ai vu la semaine dernière. Alors il faut savoir que j'ai lu le roman et bon, j'ai préféré le roman, mais je trouve que je me plains souvent que des adaptations cinématographiques ne sont pas vraiment fidèles pour là apprécier quand c'est le cas. Alors évidemment, c'était pas parfaitement fidèle au bouquin. Il y a des choses qui ont été modifiées dedans, mais je trouve pour la bonne cause entre guillemets, parce que c'était quelque chose d'un peu plus cinématographique. Et du coup, voilà, cette version avec notamment Sydney Sweeney, je l'ai trouvé vraiment plutôt sympa. Et j'ai vu beaucoup de gens autour de moi qui l'ont vu et qui l'ont apprécié aussi. Donc voilà, je vous conseille, sans être tombé en extase devant le film, je pense que La femme de ménage, ça peut plaire au plus grand nombre. Mention particulière à Amanda Seyfried qui est incroyable dedans. Et puis voilà, j'aurais pu dire aussi que j'ai vu L'amour c'est surcoté il y a quelques jours, mais j'ai trouvé le film, juste que le film portait bien son nom. Il le trouvait peut-être un peu surcoté à mon goût, en tout cas, je n'ai pas été super fan. Voilà pour mes Bah, recommandations de la semaine. Tout à fait. Bah écoute, pour l'instant, en tout cas, tu es en accord avec le reste de la population, puisque les chiffres de la femme de ménage sont excellents. Donc c'est un des plus gros succès de ce début d'année, même si l'année, pour l'instant, n'est pas vraiment bien entamée, mais en tout cas, il démarre très bien l'année au cinéma. Donc ça, c'est plutôt cool. Et effectivement, j'ai vu L'amour est surcoté aussi Ah ouais? ce matin même. Ah, là, c'est tout frais alors. Ouais, ouais, c'est ça. Et je l'ai pas trouvé effectivement exceptionnel non plus. J'en attendais beaucoup plus que ça. Et c'est un petit peu dommage. Je trouve que le sujet principal qu'on apprend à la fin est un petit peu finalement gâché par cette histoire d'amour qui finalement n'a pas vraiment d'importance. Donc, mais ça n'est pas ma recommandation. Ma recommandation cette semaine, ce sont Les Aventuriers de l'Égypte antique. Un Ah. docu-fiction, on pourrait dire, sur France Télévisions qui est disponible depuis quelques semaines maintenant, qui est présenté par Bruno Solo. Il y a 6 épisodes et Bruno Solo va nous expliquer quels ont été les enjeux de la recherche des pyramides en Égypte à partir de la conquête voulue par Napoléon jusqu'à la fin du 19e siècle à peu près, ce qui est très très intéressant. Alors, le film comporte trois tableaux différents. L'un, c'est Bruno Solo qui, en studio ou dans le désert, explique un petit peu les enjeux de l'histoire. Un deuxième tableau qui est une fiction, c'est filmé avec des acteurs qui font la représentation des personnages emblématiques de ces histoires liées aux Égyptiens, enfin en tout cas à l'Égypte et à la recherche de ces tombeaux et de ces pyramides. Et un troisième tableau où là ce sont carrément des experts, des égyptologues, des archéologues qui nous expliquent à quoi ressemblent maintenant les pyramides, quelle a été l'histoire. Donc tout ça se complète très très bien. Alors attention, ici,
pas question de savoir d'où viennent les pyramides, comment elles ont été construites, tout ce genre de choses. On parle véritablement de l'histoire, de la recherche d'artefacts par la France, l'Angleterre et une partie du reste du monde, pendant que l'Égypte, elle, appartient à l'Empire ottoman, etc. etc. N'allez pas croire que vous allez apprendre beaucoup de choses sur Ramsès II ou sur tous les grandes figures de l'Empire égyptien. Là, il s'agit vraiment de l'histoire du 18e, 19e siècle, et voilà, et de la conquête finalement, ce qu'on ne fait plus vraiment aujourd'hui, puisqu'on a quand même découvert pas mal de choses sur Terre, mais voilà, de cette conquête du passé, liée surtout principalement à Napoléon. Donc j'ai trouvé ça vraiment super. Malheureusement, les autres programmes présentés par Bruno Solo ne sont plus disponibles sur France Télévisions. Une Ah partie est ouais? disponible sur Planète Plus. Ouais, ouais, Ah. ouais. Donc, si vous êtes abonné Canal et que vous avez Planète Plus dans votre combinaison de chaînes, vous avez la possibilité de voir le replay lié à Napoléon, justement, Bonaparte. Et ça a l'air très, très intéressant aussi. Bruno Solo est vraiment super parce qu'il apporte une touche d'humour, en fait, à l'intérieur de tout ça. Parce qu'il joue franc jeu. Lui, il y connaît rien. Il débite un texte. Et donc, de temps en temps, ça donne des phrases plutôt marrantes. Et voilà. Et donc, c'est franchement très bien pour quelqu'un qui n'aime pas beaucoup l'histoire comme moi. Enfin, qui n'aime pas beaucoup. Je suis très néophyte. Méfie-toi J'ai à ce que trouvé tu ça vas dire. vraiment super. J'ai passé un très très bon moment. Et puis, très bonne chaîne télé, Planète Plus, hein, j'en parle pas assez souvent, mais vraiment, vraiment il y a très très belles choses dessus. Et c'est vrai que Bruno Solo, moi je l'adore depuis Caméra Café, il a une vraie Ouais. appétence pour l'histoire. Et du coup, c'est un très bon passeur d'histoire. On va peut-être pas parler de Planète Plus, mais en tout cas, on va parler d'audience. Qu'est-ce qu'il y a eu d'exceptionnel cette semaine? Ouais, on va essayer de faire relativement vite pour vous dire en tout cas que lundi soir, le diplôme sur TF1 a cartonné, hein, 4,3 millions. Je sais pas si tu as regardé du coup. Moi, j'ai pas pu le voir puisqu'on enregistrait les Critics Awards et j'ai pas regardé en replay. Mais en tout cas, ça a l'air d'avoir beaucoup, beaucoup plu. Moi, je commence à regarder à partir de demain. On a les Ok. 2 prochains épisodes qui sortent ce soir à l'heure où on enregistre. Et donc, on commencera tout ça demain avec ma compagne. À la deuxième place, PSG-PFC, le duel de Paris sur France 3 en football, 1,8 million. Troisième place, Mitterrand confidentiel, on va pas se leurrer, ça n'a pas marché, 1,2 million seulement, et le Aïe, aïe, quatrième aïe. épisode à 1 million. Moi, j'ai plutôt apprécié cette série, sans dire que c'est pas Vortex non plus, hein, mais j'ai trouvé ça plutôt convaincant. Et à la quatrième place, La roue de la fortune, célébrité sur M6, a noté le très bon score, hein, de Insaisissable 2 sur W9, qui surpasse très largement Expandable 2, puisque même TF1 Série Film avec Stargate, La Porte des Étoiles, 4% de part d'audience, 630 000 téléspectateurs quand même sur TF1 Série Film, c'est pas mal du tout. Un petit mot pour vous parler des programmes de vendredi, pour vous dire que César Wagner est toujours en tête, que Qui sera le plus nul baisse encore un tout petit peu, mais en replay c'est un carton énorme. C'est-à-dire que beaucoup de gens, je pense, ont regardé le premier épisode parce que c'était les vacances de Noël, parce qu'ils avaient le temps d'être devant la télé, etc. Et là, ils ont peut-être moins le temps d'être devant la télé le vendredi, mais ils prennent le temps de le voir en replay. Et surtout, sur les cibles, c'est absolument surpuissant comme programme. Donc, allez, on peut ne dire qu'on va pas trop se mouiller en disant qu'il y aura sans doute une Oh, saison c'est 2. fort probable. La boîte à secrets, troisième sur France 3. Arnaque qui dépasse le million sur M6. Ça, c'est aussi un score très intéressant. Samedi soir, vous aviez droit évidemment à la Star Academy avec l'élimination de Bastian. Hein, ça nous a vraiment fait mal au cœur, hein, j'imagine qu'à toi aussi. Oui, 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 bah surtout que bon, en Non, plus l'émission, je l'ai regardée en replay, mais toi, tu t'en fous complètement. je m'en Mais fous. alors, ce qui est marrant, c'est le rebond de France Télévisions, puisque Bastian joue dans une prochaine série qui arrive sur France TV, puisqu'il était acteur. En fait, tout le monde l'apprend maintenant, mais il était déjà un petit peu acteur avant d'entrer à la Starac. Et donc, c'est marrant parce que France Télévisions récupère la sortie de Bastian pour faire de la publicité pour sa nouvelle série qui arrive sur Ah, bah voilà. France.tv/. Donc, c'est quand même assez marrant. Alors, comment je le sais, hier, j'ai mangé chez ma marraine, que tu connais bien, qui vient très souvent au Oui. cinéma, qui est qui gaffe très souvent, qui est très tête en l'air, et je mange avec mon frère. Et il dit surtout, ne me dis pas qui a été éliminé de la Starac, parce qu'on n'a pas fini de regarder le replay. Et elle dit non, non, pas de souci. Et 2 minutes après, elle a dit oh, il était tellement bien, Sébastien. Ah, Et mon frère a mince. dit mais pourquoi t'en parles au passé? Et du coup, voilà. Donc, Enquête parallèle était en tête, 3 millions, enfin 2 999 900 téléspectateurs pour Enquête parallèle. On pourrait dire 3 millions, mais c'est un tout petit peu en dessous. Deuxième place, The Floor, hein, pareil, 2 millions 9, 18% de part de marché. C'est donc The Floor qui est en tête en part d'audience. Et troisième place, la Starac, 2 millions 8. Donc un samedi soir avec beaucoup de monde devant la télé et même 1 million 3. Alors ça baisse beaucoup, mais quand même 1 million 3 devant M6 pour NCIS, Tony et Ziva. À noter Stuart Little 3, un bon dernier sur Sister avec 90 000 téléspectateurs. Ouh, ça fait mal ça. Ça faisait longtemps que tu m'avais pas donné une audience comme ça. Ouais, je savais que ça te ferait plaisir. Plutôt maison de retraite, plutôt Bac Nord, à ton avis, qui l'a emporté hier. Ah, c'est maison de retraite, puisque notre cher Manuel Alduin n'était pas très content sur X tout à l'heure.
C'est vrai, j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il a dit, Manuel Alduy? Ah bah il a dit que c'était très décevant hein, le fait d'être si bas dans la enfin, en position des audiences sur Bac Nord. Voilà, j'ai Ouais, pas vu alors les audiences, mais il a dit qu'il était déçu. c'est décevant parce qu'ils sont quatrième avec Bac Nord, mais ils font quand même 2 millions de téléspectateurs. Ouais, Faut dire qu'en c'est pas face, il y si avait mal, du hein. lourd, puisqu'il y avait aussi la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football avec ce match rocambolesque, hein, Sénégal-Maroc, qui s'est terminé Bien dans des sûr. conditions dantesques. Les Sénégalais qui quittent la pelouse, le Maroc assuré de gagner avec un pénalty à la dernière minute qui le manque, et le Sénégal qui finit par gagner. Bref, 3,4 millions sur M6, c'est donc la deuxième place, car c'est TF1 qui est loin devant. 4 100 000 téléspectateurs pour Maison de retraite, que je n'ai d'ailleurs toujours pas découvert. À la deuxième place, donc la Cannes, hein, la finale, 3,3 millions, puis Meurtre en eau trouble, 2,6 millions, puis Bac Nord, 2 millions sur France 2, et Gravity, 714 000 téléspectateurs. Il faut dire qu'il y avait du lourd en face, hein, c'était un Hmm. peu compliqué. À noter, à la sixième place, très très bon score pour le documentaire de France 5 sur J.D. Vance, La revanche d'une Amérique. C'est le vice-président américain, le vice-président de Donald Trump, qui moi personnellement, pour m'intéresser pas mal à la politique américaine, ne m'enthousiasme guère plus que le président actuel. Je pense même que, voilà, il faut qu'on... Vu l'état du monde actuel, je ne suis pas un de ses grands partisans. Voilà pour les audiences de la semaine. Eh ben impeccable, on va pouvoir passer à nos news. Je vais commencer, tiens, comme ça, ce sera l'occasion pour toi de te reposer un petit peu après toutes ces audiences. Et pour commencer, et vous dire que j'ai complètement perdu. J'avais noté. C'est pas grave. Et commencer et vous dire, vous donner un petit peu ben, la température chez Star Wars, tout simplement, chez Lucasfilm. Alors, je sais pas si vous le saviez, mais ça faisait un petit moment que George Lucas ne faisait plus vraiment partie de la bande de Lucasfilm. Hein, il s'occupe plus vraiment de tout ça. Mais c'était Kathleen Kennedy qui s'occupait de la trajectoire des films. En collaboration avec Disney, bien sûr, qui a racheté Lucasfilm il y a quelques temps. Kathleen Kennedy a démissionné il y a quelques jours. Elle a laissé sa place à Dave Filoni. Et Filoni, le problème, c'est qu'il ne fait pas forcément l'unanimité auprès des fans de Star Wars, puisqu'il a annoncé il y a quelques jours que Andor, lui, il avait trouvé ça un petit peu nul, alors que finalement, la plupart des fans avaient trouvé qu'Andor était une des meilleures séries et une des meilleures façons de parler de Star Wars de façon contemporaine. Donc c'est assez marrant. Alors en tout cas, c'est lui qui est derrière The Mandalorian et Grogu, le film qui va sortir au mois de mai en collaboration avec Jon Favreau. On a eu quelques nouvelles des prochains films qui vont arriver, comme par exemple Star Wars Starfighter, hein, le prochain film de Sean Levy, qui mettra en avant un conducteur du coup de Starfighter, interprété par Ryan Gosling. Il y aura également Mia Goth à l'intérieur du film, Matt Smith et Amy Adams, je vais y arriver. Mais voilà, en tout cas, il y a plein de projets qui sont mis sur la table. On n'a toujours pas de nouvelles de ce fameux projet qui devait y avoir autour de Kylo Ren. On n'a toujours pas de nouvelles du projet Star Wars Story qui avait permis de créer par exemple le film sur Han Solo. Un fameux Han Solo qui est toujours dans les tiroirs. Ils ne savent pas s'ils veulent en faire une suite ou pas, puisqu'il y a eu quand même un échec au box-office du premier opus. Donc voilà ce qu'on peut apprendre dans cet article qui est disponible sur Hollywood Reporter à propos de Star Wars actuellement. Donc on se doute qu'il va y avoir encore un petit peu de tumulte à l'intérieur des bureaux de Lucasfilm puisque tout le monde n'est pas forcément d'accord avec la trajectoire que veut donner Dave Filoni depuis sa prise de poste à la place de Kathleen Kennedy. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette news. Alors moi, je vais vous parler un petit peu de l'interview de Rodolphe Belmer, qui est le patron de TF1, qui a donné une interview. Alors moi, je suis pas abonné à Ouest France, alors j'ai pu en lire seulement des bribes sur les réseaux sociaux, mais il parle de plusieurs choses. Il parle notamment du fait que TF1 va arriver sur Netflix très bientôt, cet été, et l'idée, c'est de se dire que... euh, il se rend compte que les consommateurs de Netflix consomment de moins en moins la télé linéaire et c'est pas un scoop. Il a envie d'essayer de les attirer puisque les chaînes seront proposées en direct et on aura aussi accès au contenu gratuit donc de TF1+ sur Netflix. Il a également annoncé que sa chaîne télé n'essayait pas de façonner l'opinion, un petit tacle face à ces news en disant que oui, Oui. bah, quotidien et peut-être on peut avoir l'impression qu'elle n'est pas sur la même ligne de ces news, ce qui est sans doute vrai, mais qu'il n'empêche que c'est pas l'idée de ces chaînes et qu'ils essayent d'avoir une certaine neutralité dans leurs propos tout en ayant bien conscience que les journalistes peuvent aussi parfois laisser glisser quelques opinions, ce qui est tout à fait naturel et humain, et en rappelant que les journalistes ne sont pas des robots. Il a également parlé de plusieurs choses, notamment
des droits télé, on lui a demandé si il serait prêt à racheter les droits de Roland Garros, notamment à France Télévisions. Et il a répondu que, évidemment, ça pourrait être intéressant et que ça marcherait sur TF1, mais que comme France Télévisions touche des subventions de l'État, ils peuvent se permettre d'avoir des coupures pub très courtes de 30 secondes Hmm. juste pendant que les joueurs se rafraîchissent. Et il explique que c'est plutôt difficile à monétiser sur TF1 et que ce ne serait pas assez pour financer les droits de Roland Garros. Par contre, il s'est exprimé sur le Tour de France, sur l'achat des droits du Tour de France. Alors forcément, bon, vous savez que ça m'intéresse particulièrement. Sûr. Et sa réponse a fait un peu polémique parce que les gens ont dit qu'il ne fallait pas faire du sentiment dans le monde de la télé. Moi, j'ai trouvé ça plutôt bien. Il a dit aujourd'hui, c'est la propriété de France Télévisions. Évidemment qu'on adorerait pouvoir diffuser le Tour de France sur TF1, mais on souhaite aussi avoir des relations concurrentes, euh, certes concurrentes, mais aussi cordiales avec France Télé. Et quand il y a des trucs très bien chez nos concurrents comme le Tour de France, on essaye de se retenir et on se dit que c'est très bien qu'ils puissent conserver les droits. Donc je trouve ça cool qu'ils se disent que oui, ça pourrait l'intéresser, mais que finalement c'est toute une mécanique à mettre en place et que France Télé le produit très bien. Donc c'est plutôt bien dans le monde de la télé de voir que de temps en temps les gens s'envoient autre chose que des pics à la figure. Il a annoncé que TF1 souhaite toujours racheter M6, que le rachat est toujours Ah. d'actualité. Légalement, ils n'ont pas le droit de le faire avant le renouvellement des fréquences des chaînes. Et ce sera donc en 2028, mais en tout cas en 2028, ils vont se positionner avec un dossier sans doute un peu mieux ficelé. Et il y a donc de grandes chances pour que TF1 repasse à la charge et essaye donc de racheter M6. Moi, je vais vous parler bilan, puisqu'on a fait le bilan du cinéma en France, mais on n'a pas fait le bilan du cinéma dans le monde. Et un article de Première vient de sortir pour nous annoncer que, bah, en fait, le cinéma se porte très bien. Très bien, notamment grâce à un énorme succès chinois et à un box-office américain qui se porte pas si mal. Le bilan donne donc un état des lieux de 33,5 milliards de dollars de recettes pour le box-office mondial. Si on enlève les États-Unis, on passe à 24,6 milliards de dollars de recettes. Et si on enlève la Chine, on passe à 17,2 milliards de dollars de recettes, ce qui représente à peu près une croissance mondiale de 8% par rapport à 2024. Donc on est quand même sur une augmentation du nombre d'entrées au niveau mondial, même si on ne compte pas les États-Unis, même si on ne compte pas la Chine. Il faut savoir que Disney cette année a été partout. Si je vous fais le bilan, on avait Helio, Blanche-Neige, Tron, Captain America, Thunderbolt. On va également avoir Lilo et Stitch, Zootopie, Avatar de feu et de cendre. Ça représente une somme absolument colossale, puisque ça représente 3,65 milliards de dollars à l'international et 2,3 milliards de dollars aux États-Unis. Donc un total de quasiment 6 milliards de dollars cette année pour Disney. Une grosse année pour Warner Bros. Aussi, qui même s'il a eu des échecs pour Altonite et Mickey 17, a quand même eu une énorme part de marché avec Minecraft, avec Une bataille après l'autre, après Destination Finale Bloodlines ou encore Sinners, ou même Évanoui. C'est des films qui parfois ont coûté très peu d'argent et ont rapporté énormément. Donc avec seulement 20 titres, cette année, ils ont réussi à avoir un rendement très impressionnant. On a une petite baisse de profit par contre pour Paramount, on en avait parlé dans une ancienne émission, qui malheureusement, à cause ou malgré Mission Impossible de Final Reckoning ou encore de Running Man, ils ont du mal à faire énormément de recettes. On a quand même les deux sauveurs chez eux qui sont Les Schtroumpfs et Y a-t-il un flic pour sauver le monde, puisque c'est des films qui ont coûté très peu d'argent et qui en ont rapporté quand même pas mal. Première fait aussi état des lieux de A24 qui connaît ses premières déconvenues. C'est la première fois que A24 se plante au box-office et que malheureusement, ils ont eu un petit peu de problème. Par exemple, avec The Smashing Machine, avec Dwayne Johnson, hein, qui a eu beaucoup de mal à avoir du succès au box-office. Et on terminera avec Universal et Sony qui ont réussi tant bien que mal à sauver un petit peu leur grosse sortie. Universal qui avait quand même Dragon hein, cette année, Jurassic World Renaissance, Black Phone 2, Wicked, Five Nights at Freddy's, et Sony qui n'a pas eu énormément de succès au box-office, mais a été sauvé par un seul et même film, qui est Demon Slayer, la forteresse de l'infini, qui a gagné 64 millions de dollars de recettes mondiales, et à lui tout seul a permis de faire monter les recettes de Sony pour qu'ils se retrouvent dans le vert cette année, puisque les pauvres ont eu très peu de succès avec Karate Kid Legend, ou encore 28 ans plus tard, qui n'a pas malheureusement séduit assez de monde pour que ça soit rentable. Voilà pour ce bilan de 2024 au niveau mondial. Donc le cinéma se porte bien malgré les plateformes, malgré la conjoncture actuelle.
Il suffit juste pour la France de pouvoir remonter un petit peu dans le tableau pour pouvoir se dire que 2026 est une bonne année. Je vais, moi, vous parler rapidement de... on va continuer du coup à un petit peu dérouler l'interview de Rodolphe Belmer juste pour terminer parce qu'il donne une info très intéressante. Rodolphe Belmer a déclaré que pourquoi TF1 n'était pas sur Prime ni sur Disney+, mais sur Netflix, il a donné une stat très intéressante. Aujourd'hui, 50% des abonnés Netflix lancent Netflix le soir avant de regarder ce qu'il y a à la télé. C'est la seule plateforme à un tel niveau, puisque l'immense majorité des abonnés Prime et des abonnés Disney+, regardent d'abord Prime avant de regarder... regardent d'abord la télé, pardon, avant de regarder Prime ou Disney+. Et je trouvais la Ah, statistique assez intéressante, ce qui montre que, en fait, oui, c'est quand même pas la même chose, parce que, voilà, il y a ce côté-là. Netflix, effectivement, peut-être un public un peu plus jeune. Moi, je dois être complètement franc, hein. Je vous avoue que je ne lance jamais Prime ou Disney Plus d'une manière générale. Alors, c'est vrai. de toute façon, voilà. En tout cas, c'est une information assez intéressante et je me permets aussi de rebondir pour vous parler un peu de sport. Alors malheureusement, ça risque de concerner peut-être un petit peu plus nos Patreons puisque c'est une info qui concerne demain le mercredi 20 janvier, mais le mardi 20 janvier, pardon, mais le podcast ne sera pas sorti. C'est que nous aurons droit à au Tour d'Australie de cyclisme en clair à la télévision, parce que demain c'est le Ah, début de la saison de cyclisme, la grande saison World Tour, elle commence demain, ça commence toujours autour du 20 janvier et ça se termine autour du 10 octobre, il y a environ 3 mois sans vélo, enfin en tout cas sans grosse compétition, et donc la chaîne L'équipe a acheté les droits en partenariat avec Eurosport. Alors il faut savoir que malheureusement c'est en Australie, et donc les horaires sont pas forcément très simples, mais sur la chaîne L'équipe on aura le droit à du direct de 1h30 à 5h30 toutes les nuits pour bah dis voir la donc. première grande compétition de vélo, à part demain, mardi 20 janvier, mais le podcast va sortir plus tard, où nous aurons le droit à une étape en fin de matinée. Et ça, c'est plutôt cool. Et à noter également que les Jeux Olympiques de Milan-Cortina vont commencer le 6 février sur Et TF1, du oui, vendredi 6 au dimanche 22 février, et que France Télévisions a annoncé pas moins alors attendez que je retrouve le chiffre exact, 350 heures de direct sur France 2, oh France la 3 vache. et France 4, un plateau principal à Milan, 4 mini-studios sur les sites de compétition et des chaînes qui seront dédiées, des chaînes digitales sur France.tv. À noter que la compétition sera également proposée sur HBO Max pour les abonnés d'Eurosport. Bien sûr. Et du coup, ça fait autant d'audience que les Jeux Olympiques d'été, ça ou pas? Non, moins, mais il n'empêche que cette année, on a de vraies grandes chances de médailles en France avec des sportifs qui Hmm. sont quand même bien cotés. C'est l'hiver, donc ça a un pour et un contre. Quand c'est les Jeux Olympiques d'été, évidemment, l'avantage, c'est qu'il y a plus de gens qui sont en vacances. Là, il se trouve que moi, mais je suis tellement heureux parce que ça tombe pile sur les vacances scolaires de notre zone. Si j'étais dans une autre académie, j'aurais pu ne voir quasiment aucune épreuve. Et là, ce ne sera pas le cas du tout, donc je suis trop content. Par contre, c'est vrai que les gens sont aussi peut-être un peu plus devant la télé l'hiver que l'été, mais c'est vrai que c'est des sports qui sont peut-être un tout petit peu moins populaires, mais ça va quand même cartonner, surtout que, encore une fois, les dernières éditions des Jeux Olympiques 2022, c'était Pékin, 2018, c'était Pyeongchang, il faut remonter à 2014 pour voir des JO pas très loin de chez nous, c'était à Turin, et donc les plus gros sports, les plus gros enjeux vont être en prime time, donc hâte de voir ce que ça va donner, comme résultat. Eh ben écoute, de mon côté, je vais te poser quelques questions et ton côté geek va devoir être aux aguets. Oh là Sais-tu là, ce mon Dieu. qu'est Fallout? Oui, bien sûr. C'est une saga un peu post-apocalyptique. Mon frère arrêtait pas de jouer au 3, c'est un de ses jeux vidéo préférés de tous les temps, donc forcément je connais Fallout. Et pourquoi je te parle de Fallout? Puisqu'on a parlé de Prime Video il y a pas longtemps. Parce qu'il y a une série Fallout sur Prime. Oui, tout à fait, qui vient d'avoir une saison 2, mais c'est surtout que Prime vient de signer pour quelque chose que je trouve particulièrement glauque. C'est une nouvelle émission qui s'appelle Fallout Shelter et qui sera une nouvelle émission de compétition qui est produite par Studio Lambert. C'est ceux qui ont fait Les Traîtres, Squid Game The Challenge ou encore Undercover Boss. Chez nous, ça s'appelle Patron sous couverture, je crois. Et ce sera en coproduction aussi avec Kilter Films. C'est eux qui ont fait Westworld ou encore Fallout, la série, et ce sera bien évidemment en association avec Bethesda Game Studio qui sont à l'origine de la franchise de jeu. Et alors il s'agira bien sûr d'une émission qui fera s'affronter des candidats à l'intérieur des abris anti-atomiques
Ça s'appellera donc, du coup, je vous l'ai dit, Fallout Shelter. Il y aura donc Ah ah. un univers immersif fort avec de l'humour noir caractéristique de la franchise, du rétrofuturisme et de la survie post-apocalyptique face à des défis croissants, des dilemmes stratégiques et des choix moraux. Les participants devront faire preuve d'ingéniosité, d'esprit d'équipe et de résilience pour remporter sécurité, pouvoir et une importante somme d'argent. Ça, je vous cite le site de Amazon MGM Studio, la partie presse. Et l'émission donc combinera des défis à grande échelle, du gameplay social et narratif, et etc., etc. Et tout ça fera référence à toutes les sagas Fallout qu'on peut connaître depuis 25 ans, incluant la série télévision, le jeu qui est un espèce d'MMORPG, il me semble qu'il s'appelait Fallout 76, et le dernier, Mhm. ou en tout cas l'avant-dernier, C'est ça. Fallout 4 Anniversaire Edition, ainsi que le jeu mobile Fallout Shelter qui existe déjà sur mobile. Donc voilà, pas de date de sortie pour l'instant, la production a été mise en place. Je suppose qu'on devrait avoir très bientôt, en tout cas sur les sites américains, comment on appelle ça, des appels à candidats, et puis on verra Ouais. ça d'ici quelques mois. Ils avaient déjà fait ça pour la saga James Bond, hein, et ça avait fait un bid monumental. Juste pour info, moi j'avais acheté Fallout 76, sauf que je n'ai aucun abonnement en ligne, donc Ah, et oui, voilà, je et l'ai oui. acheté pour rien. Ah Euh, mince. je n'ai je n'ai pas d'autres news, moi, de mon côté. Eh ben écoute, je vais sortir ma dernière news à ce moment-là. C'est une toute petite news, hein, parce que pas mal de monde en ont parlé, ça a fait pas mal le buzz sur Internet. C'est Matt Damon et Ben Affleck, je sais pas si tu le sais, mais ils ont sorti un film là, il y a pas longtemps sur Netflix, s'appelle The Rip. J'avoue que moi, les films qui sortent sur Netflix, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais j'ai pas regardé du tout. Je sais pas du tout ce qui sort là-dessus. Ouais, je vais t'avouer qu'il faut suivre certains réseaux bien particuliers ou la page officielle de Netflix pour avoir ce genre d'informations. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été interviewés par un podcasteur, un grand podcast aux États-Unis, et tu sais que c'est là qu'il y a les plus grandes confidences des grandes stars, hein, puisque vu qu'il n'y a pas de caméra, ils se sentent un petit peu obligés de délier les langues. Et Matt Damon nous a dit a dit dans ce podcast que Netflix leur avait demandé, en fait, dans le scénario, d'impliquer un rappel du plot de Ah, base, en fait, du film, alors, parce que justement, Netflix considère que vu que les gens font autre chose maintenant que de regarder un film ou qu'ils sont sur leur téléphone, il est important qu'on rappelle ce qui se passe dans le film plusieurs fois avant la fin du scénario. alors, je vais être franc, j'avais vu passer ça il y a 2 3 jours, ça m'a tellement énervé. Mais tellement énervé. Et j'avoue que j'avais pensé en parler comme news et ça m'était sorti de la tête. Et ben tu vois, t'es pas sympa, tu me le remets sous le nez. Ah Non, mince. vraiment, c'est honteux de se dire qu'enfin, c'est honteux, c'est honteux. Enfin voilà, c'est des choses qui arriveraient pas dans le cinéma classique et une fois Non. de plus Netflix, franchement voilà. Se dire oui parce qu'au cinéma on n'a pas le droit de sortir nos téléphones, donc mais là se dire on va rabâcher le scénario, on va redire à voix haute plusieurs fois ce qu'on est en train de Ouais, faire, on va mettre des scènes d'action ouais paraît-il hyper prenantes dès le début du film pour que les gens soient directement happés, c'est ça. c'est ouais terrible. Et ce qui est très intéressant, c'est que Matt Damon, donc du coup, explique que, en fait, avant, quand il produisait un film, il avait 3 segments différents et que le troisième segment était celui qui coûtait le plus cher pour que ça soit le moment final en fait du film et celui qui était le plus important. Et Netflix leur a dit qu'en fait, maintenant, ce budget-là serait alloué dans la première partie du film parce qu'il fallait que ça soit dès le début, que les spectateurs soient accrochés à l'intrigue Ouais. et que c'était pas grave si le film s'essoufflait sur la durée, puisqu'en fait, eux ne s'intéressent qu'aux premières minutes de visionnage par rapport au contenu qu'ils proposent sur Netflix. Ce qui est important pour Netflix, c'est que vous regardiez les premières minutes, et peu importe si vous regardez la fin du film ou pas. Donc c'est pour ça qu'ils ont demandé à ce que la production soit légèrement différente. Et si vous le trouvez sur Internet, Matt Damon explique comment le digital et le physique a complètement bouleversé l'industrie du cinéma aux États-Unis, puisqu'il avait lui, il a été producteur pendant très longtemps, Matt Damon, et il expliquait que avant, les producteurs osaient plus, puisqu'ils pouvaient récupérer leur mise sur la vente de DVD pendant l'époque où le matériel était très fort en fait au niveau des ventes et le marché du physique était très important. Et qu'en fait, maintenant que le marché du physique tend à disparaître, les producteurs ne font plus trop de coups de poker en fait, parce que justement, ils ont peur de ne pas pouvoir récupérer leur mise dès le premier Ouais. visionnage sur plateforme Bah ouais, ou au bien sûr, cinéma, parce que les gens n'achètent plus de DVD ou de bien Blu-ray. sûr. C'est un article et une interview qui est très facile à trouver. Et je finirai en vous disant que Ben Affleck, qui est aussi producteur sur ce film The Rip sur Netflix, a joué un petit peu l'avocat du diable en expliquant que Netflix faisait pas ça tout le temps, qu'il y avait quand même des exceptions, comme par exemple la série Adolescence,
qui est sorti il y a pas longtemps et qui fait vraiment exception à la règle parce que là, la réalisation est complètement atypique par rapport à ce que propose Netflix et que là, ils ont voulu faire un film qui était dans les clous, mais que ça ne leur empêcherait pas de faire autre chose avec Netflix de un peu plus atypique au niveau de la réalisation. Voilà pour cette dernière news. On va pouvoir passer au programme de télévision. Samedi 24 janvier, joyeux anniversaire à ma chérie, ce sera son anniversaire et on sera pas devant la télé sans doute, mais ça tombe bien parce qu'on n'aurait pas regardé Star Academy, même si ça va être un moment forcément intense. Et face à la Star Academy sur France 3, il y aura une ancienne vainqueur de la Star Academy de la saison 3, en la personne de Élodie Frégé qui va jouer aux côtés de Jean-Pierre Daroussin dans Meurtre à Millau. C'est un inédit. Sur France 2, 100% logique, la réponse est sous vos yeux. Ça, je pense que je vais peut-être le rattraper en replay parce que j'aime vraiment beaucoup cette émission. Toujours NCIS, Tony et Ziva sur M6. Oh, et on aura le droit sur France 4 à un très joli film, Un amour impossible, avec Virginie Efira et Nils Schneider qui était sorti en 2018, Un amour impossible. Très joli film, je trouve. Et puis, Eric Antoine sera sur T18. En fait, il s'agira d'une soirée qui lui est consacrée, ainsi qu'à Rachid Badouri. C'est une soirée juste pour rire, qui était sortie en 2017. Et sur Sister, c'est assez intéressant pour être noté. Il y aura La malédiction du pharaon. C'est un téléfilm en 2 parties de 2006. Et en fait, c'est assez marrant parce que tu sais, c'est un peu le genre de téléfilm qu'on aurait pu retrouver à une époque sur NRJ12 ou des téléfilms qui sortaient vraiment spécifiquement pour la télévision. On va passer directement à notre lundi puisqu'on terminera par le duel du dimanche soir que je ne me suis toujours pas spoilé. Le diplôme sera sur TF1, les 2 derniers épisodes avec Clémentine Sélarié et Bernard Campan. C'est 6 épisodes du coup. C'est 6 épisodes, tout à fait. Les épisodes 3 et 4 de Cœur Noir, hein, cette série sur la DGSE dont les 2 premiers épisodes sont sortis, sortent ce soir, hein, ce lundi, au moment où on enregistre, 19 janvier. Le Petit Locataire sera diffusé sur France 3. C'est un film avec Karine Viard et Philippe Rebaud qui raconte l'histoire d'une femme qui tombe enceinte à 49 ans. L'amour est dans le pré continue ces épisodes de portraits tels qu'ils avaient commencé, qu'ils commencent ce soir à l'heure où on enregistre. LCP rediffuse Le Collège de Monsieur Paty, un documentaire qui était sorti à l'occasion de l'anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty il y a déjà quelques mois. Côté cinéma, alors le duel du lundi soir sur W9 et TMC est assez original puisque nous aurons Mr. et Mrs. Smith sur W9. Je vous avoue que je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas si tu as quelque chose à nous dire dessus, mais... Non, les avis divergent, on va dire. En fait, j'avais besoin de boire et j'avais espéré que tu parles plus longtemps. sur TMC, ce sera The Beekeeper. On se rappelle qu'il avait été diffusé sur TF1 il n'y a pas très longtemps. Hein. C'est un film Prime. Bien sûr. Sur Gulli, ce sera L'Arnaqueur avec Romain Duris, que je n'ai jamais vu, mais bon, c'est culte, je pense aussi, ce film pour toute une génération. Et nous aurons un téléfilm Altitude sur l'équipe. C'est un téléfilm qui avait été prévu pour France 2, je crois, à l'époque, qui était sorti en 2017, qui raconte la vie d'une championne d'escalade. On reste donc dans la thématique sportive. À noter que chez nos amis de RTL9, ce sera le Conjuring, les dossiers Warren. C'est peut-être le premier, du coup. C'est le premier, tout à fait. Ouais, ok. Qui sera le Creepy Monday. Du coup, ça pourrait me tenter, étant donné que je n'ai jamais vu qualitatif. de Conjuring. Mardi soir sur TF1, alors on confirme le fait que nous aurons sans doute de moins en moins de séries américaines sur TF1 le mardi soir, puisque après un immense cycle ciné-mardi, on a appris donc que le 27 janvier, ce sera une soirée spéciale Une famille en or, avec Camille Combal, avec la bande à Fifi versus la bande à Jamel, à l'occasion de la sortie du Marsupilami. Et ça aussi c'est cool, hein, parce que ça va nous faire de la pub pour notre sortie en salle. On rappelle qu'il y avait eu un épisode, moi, que j'avais trouvé vraiment très très drôle, beaucoup plus que le film, un épisode spécial Astérix en 2023. Ah oui, exact. Ouais. Où c'était la bande à Jonathan Cohen contre la bande à Guillaume Canet. Donc là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. À noter qu'Une famille en or, d'ailleurs, Une famille en or est une émission qui est très présente dans le roman et dans le film La femme de ménage. C'est assez marrant. Et alors, je vous spoil un peu l'émission de la semaine prochaine, mais le mardi 3 février, ce sera le retour de Qui veut gagner des millions pour un deuxième épisode. Donc voilà, ça montre vraiment que TF1 a décidé de dédier sa case du mardi au divertissement, et je trouve ça assez chouette. Sur France 2, on le sait, hein, depuis la rentrée, c'est une case qui est dédiée au documentaire, et là ce sera France, il était une fois demain, et c'est un documentaire qui me tente bien aussi parce qu'en fait on imagine la France dans des années avec un point de vue un peu positif. Et si le réchauffement climatique
transformer la France, mais d'une manière un peu différente. C'est une émission un documentaire qui dit qu'il faut essayer de ne pas avoir trop peur du lendemain. Et en fait, j'ai vu des extraits, c'est plutôt bien fichu, où on voit des villes complètement transformées et très belles. Donc voilà, à voir ce que ça peut donner. C'est une forme littéraire qui a de plus en plus de succès. J'entendais ça justement dans un podcast où il disait que le post-apocalyptique un petit peu Ouais. positif était quelque chose qui commençait à exister de plus en plus parce que les gens ont besoin aussi de ça, quoi. Sur Canal+, il y aura La Grande Classe par Mouloud Achour avec Pierre Ninet, c'est-à-dire Pierre Ninet qui revient dans son ancien lycée, dans l'établissement où il a appris beaucoup de choses, et donc il va partager D'accord. son expérience de comédien avec des élèves. Donc ça remplace le film Coup de cœur du mardi, et je trouve que c'est plutôt une belle Il se donne initiative. à Ça fond s'appelle pour La Grande Classe. il se donne à fond pour la communication de Gourou, hein. Je le vois, il est Ouais, partout en ce ouais, moment, hein. c'est clair, on le voit vraiment beaucoup. Mm. Un film inédit avec Tahar Rahim et Roche Dizem, c'est le prix du succès, c'était sorti en 2017, ce sera Ouais. sur France 4. Et pour voir un peu de cinéma un peu différent, Le Chasseur de primes sur TFX, hein, c'est une comédie romantique avec Jennifer Aniston et Gerard Butler. On J'aime aura bien. Alvin et les Chipmunks 2 sur Gulli. Voilà, donc là c'est complètement différent également. Et puis alors sur Sister, je sais pas quel est ton avis sur le film, mais nous aurons droit à Superman Returns de Je l'ai Bryan jamais Singer. vu. Je ne l'ai jamais vu. Eh ben décidément, j'arrête de te demander ton avis. Non, moi je Ouais, l'avais là, vu, c'est je pas l'avais la bonne trouvé semaine. pas terrible à l'époque. Et sur Canal Plus Cinéma, notez le dossier Mal d'Aurore, un très 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 chouette Hmm. film sorti l'année dernière. On a envie de dire aussi déjà au cinéma. Ouais, c'est vrai. Mercredi soir, Elisabeth sur TF1, Comme une ombre sur France 2, Des racines et des ailes sur France 3, un multiplex de Ligue des Champions sur Canal+, parce qu'on ne sait pas encore quel match va être diffusé. Par contre, sur M6, en inédit en clair. Alors, je suis trop content que le film soit diffusé en inédit en clair parce que je l'avais adoré à sa sortie en 2021. C'est assez surprenant qu'il soit sur M6 et il n'avait pas fait énormément d'entrées au cinéma, mais moi, il m'avait bouleversé. C'est le dernier duel de Ridley Scott avec Adam Driver et Matt Damon. Oh, super ça. Ils vont pas faire beaucoup d'audience là-dessus, mais en tout cas, Ouais. c'est super qu'ils le diffusent. Oui, je crois qu'on l'avait vu ensemble, non? Tu l'avais vu celui-ci? Ça te Je l'ai vu, parle je l'ai vu, ou... je l'ai vu, mais par contre, je suis pas sûr qu'on l'ait vu ensemble, mais je l'ai vu, moi, je me souviens, ça devait être la toute dernière séance, ou alors on l'avait repris pour une séance, et Ouais, j'avais c'est vraiment, possible. vraiment adoré, j'ai trouvé ça vraiment super. Ouais, c'est vraiment très chouette. Mm, Regardez le mm. dernier duel mercredi prochain sur M6. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain sur Arte. Il va y avoir de la concurrence en face. Il passe pas si souvent que ça à la télé, mais il faut dire aussi que c'est pas forcément un film qui est. En fait, il a très bonne presse. Il y a des gens qui l'adorent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui passent complètement à côté. Donc, à voir ce que ça peut donner. C'est vrai. On aura Sentinelle avec Jonathan Cohen. Ce sera sur TMC. Oh, film Prime. Ouais, un film Prime également. Et en inédit en clair, un film sur C-Star, parce que bah oui, C8 n'est plus là. C'est vrai. Inédit en clair, Une nuit, avec Alex Lutz et Karine Viard, sorti en 2023. Oh là. C'est assez surprenant, mais c'est pas du tout dans l'esprit, on va dire, C-Star, mais ça aurait pu passer Ouais, sans doute sur C8. je l'avais pas Sur vu, moi, ce film. Sur TF1 série film, on a Hercule avec Dwayne Johnson. Alors, je ne l'ai Oh jamais bah vu tiens. celui-là. Ah ouais. Sur Sister, Le Retour du Grand Blond, et sur RMC Story, le film Arsène Lupin avec Romain Duris et Oh, dis donc. Kirsten Scott Thomas. Je savais pas qu'ils avaient le droit Voilà. de passer encore à la télévision, celui-là. Eh ben, je sais pas, je ne l'ai jamais vu. Qu'est-ce C'est qu'il pas a de... terrible. D'accord, ok. Voilà. Et à noter le film Diversion avec Margot Robbie et Will Smith ce soir-là sur RTL9. Ah. J'ai jamais compris le principe de ce film. Je l'ai jamais regardé. Jeudi soir, 29 janvier, Master Crime sur TF1, encore et toujours. Cache Investigation sur France 2, qui va être mon associé sur M6. Si vous voulez voir du cinéma, il faudra faire un tour sur TFX avec le grandiose Gladiator quand même. Hein. Ah. À voir ce que ça peut donner comme Super. audience. Ouais. C'est chouette de voir ça sur cette chaîne, effectivement. Limitless sur T18. Et Oui, puis, j'adore Limitless. c'était une news Critflix qu'on vous avait partagée sur nos réseaux. Le signal 149 kHz Eh oui. sur Novo 19. Alors tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se fait qu'il se retrouve ici? Eh ben oui, je peux vous l'expliquer. Alors effectivement, on a fait un petit post dessus sur notre page Instagram, mais Le Signal était une série qui était prévue pour Paramount+, qui finalement s'est désistée au dernier moment, et donc Novo 19 a décidé de racheter les droits pour le diffuser. Donc c'est la première série inédite diffusée en clair sur Novo 19, et je trouve ça plutôt exceptionnel qu'après seulement quelques mois d'existence, cette chaîne ait racheté les droits d'une série qui semble clair. somme toute qualitative, En tirée plus, les d'un critiques sont roman. bonnes.
Et ben voilà, tiré d'un roman de Maxime Chatham, du coup. Donc, franchement, j'ai très très hâte de pouvoir regarder ça. Et ce sera peut-être mes premières soirées devant Novo 19. Novo 19 qui a une plateforme de replay. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas Ouais. l'occasion de le regarder en live, et ben, vous pouvez aller sur la plateforme replay de Novo 19 pour regarder les épisodes juste après leur diffusion. Sur l'équipe, un téléfilm inédit Gunner avec Morgan Freeman et Luke Hemsworth. Voilà, pour terminer sur le programme de ce jeudi 29 janvier. Vendredi 30, Danse avec les stars est de retour sur TF1. Je sais pas si Et tu oui. regardes toi ça. Ma femme regarde beaucoup. Moi, je regarde quand j'arrive un petit peu après le boulot, je regarde avec elle. Mais je t'avoue que je suis pas en linéaire. Voilà, je suis pas Ok. de très très près. Sur France 2, le gala des pièces jaunes, le concert événement avec Christina Aguilera, G-Dragon, Stray Kids, Ouais, ASAP ils ont une Rocky, sacrée Gims, line-up etc. cette année. C'est des gens que je connais pas parce que je m'intéresse pas assez au monde de la musique. Hmm. Enfin, je connais pas, je connais Christina Aguilera, mais apparemment, je connais Gims, mais apparemment, ouais, c'est un sacré. Les gens Ah avaient oui, l'air oui, assez oui. enthousiastes. Ah ouais, de Donc, ouf. à voir ce que ça va donner. Le blockbuster Canal+, alors là, attention, F1, le film de Joseph Kosinski, Oh, le du voilà. très très lourd, le Ouais. voici, le voilà, on l'attendait. C'en est fini donc de Loup-garou. Et donc, on a le Eh droit oui, à bien sûr. F1, le film, du coup, le vendredi soir. Sur France 5, ce sera Adieu poulet avec Lino Ventura et Patrick Devers, Et... un polar de 1975. Sur M6, en inédit, les Baudins ouvrent un gîte. Alors, faut dire que sur M6, ça n'avait pas forcément marché très très fort. Les Baudins en rediffusion pendant les vacances, on espère que là, ça va Hmm, fonctionner pour eux. tout à Sur fait. France 4, le film Lulu Femme Nue avec Karine Viard et Bouli Lanners. Ok. Sur TMC, The Mask, ce sera sans doute Ah! splendide. Et oui, vraiment, c'est totalement toujours plaisant. J'aime beaucoup ce film, même si bon, Ouais. il n'a pas forcément très bien vieilli. Ma belle-sœur l'a découvert pour la première fois la semaine dernière. Elle m'a dit, mais en fait, je peux le résumer en 2 mots, c'est toujours plus en fait. À chaque fois, on se croit qu'il a. Et je pense que c'est plutôt Ah, c'est vrai. très cartoon, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, c'est très cartoon. Et sur Gulli, Willow de Ron Howard, Eh ben, je l'ai jamais vu, ça serait peut-être l'occasion, tiens. que j'ai jamais vu non plus. Et ouais, c'est vrai que ça peut être assez sympa. À noter sur Canal Plus grand écran, Le Retour du héros. C'est un film que moi j'aime bien. Je sais Ah, je qu'il l'ai n'est pas jamais vu forcément celui-là, il paraît que c'est toujours chouette. avec Jean Dujardin, mais moi j'aime vraiment bien. Oui, il est assez sympa. Et si un film que j'aime beaucoup sur RTL 9, Je suis une légende. Ah oui, ah, bah, qu'est-ce que je l'ai vu celui-là? Un film qui parle de moi, évidemment, Bien comme sûr. vous vous en doutez. Allez, on passe au duel du dimanche. Oh, mais c'est pas possible. Voilà. Excuse-moi, Quel David, je découvre le suspense. duel du dimanche soir. Non, mais attends. Ah, je regrette tellement que tu sois pas en face de moi. Mais je regrette toujours de ne pas être en face de toi, moi. Le film que TF1 a choisi, jamais je l'aurais imaginé sur TF1. Mais alors, jamais. C'est un thriller, un polar, qui avait été ma reco, et je crois que tu l'avais regardé suite à ça quand il est arrivé sur Canal. Euh, c'était pas un canal première, mais pas loin, hein. Je crois c'est un film métropolitain avec Shailene Woodley. La nuit du Oh oui, 31 oui, décembre oui, à oui. Baltimore, un Oui, oui, tireur oui. d'élite embusqué tue plusieurs dizaines de personnes. Ce sera Misanthrope. Ah, trop bien. Misanthrope, c'est Quel film. incroyable. Ah ouais, TF1 qui diffuse ça en prime trop, time. trop Et bien. arrêtez de dire qu'il n'y a pas de bons films à la télé, hein. Ouais, ouais, Sérieusement, ouais, ouais, c'est très, c'est très bien. incroyable. Alors franchement, il y a un monde où je suis devant, je pense, parce que j'avais adoré ce film. C'est vraiment trop, trop chouette. De ouf. Sur France 2, en face, ce sera La Syndicaliste de Jean-Paul Salomé, aussi en inédit avec Isabelle Huppert, Yvan Je l'ai Attal, pas vu Marina non plus, Foïs, il paraît que Grégory c'est Gadebois. bien. Il paraît que c'est bien, là aussi, un Mm, film engagé. mm. Allez, on prend les paris, alors à ton avis, qui va gagner? Ah, TF1. TF1. Du polar classique comme ça, sans prise de tête, je pense que c'est TF1 qui gagne. Ouais, moi, et c'est sans prise de tête, hein, ce film de Damian Sfiron, mais c'est très très bien Ah, c'est filmé. très, très bien. Pour moi, C'est c'est pas du très très péjoratif, bon hein. cinéma. Ouais, Oui, oui, sûr. bien sûr, mais je le dis parce que c'est pas juste un polar comme ça. Je me souviens que je l'avais conseillé à l'ami Fabien, qui parfois est un peu exigeant en manière de cinéma. Ouais. Il avait adoré lui aussi. Et en deuxième partie de soirée, alors c'est un film que j'étais allé voir au cinéma en 2019 à Moulins, que j'avais pas trouvé terrible, mais quand même, enfin terrible. Je l'avais trouvé sympa, sans plus. C'est Brooklyn Affair. Là aussi, d'Edward Norton avec Bruce Willis. Je sais pas si tu te souviens de Oui, ce ouais, film. j'avais trouvé ça un peu. Ouais, en fait, ça utilise tous les clichés du film noir et je pense que ça Ouais, le fait pas très bien, je trouve. Et ouais, ouais, j'étais un peu c'était pas déçu ouf. aussi, ouais.
Mais, chapeau et bravo à TF1 de le diffuser. Ouais. D'ailleurs, j'oublie de vous dire que maintenant sur TF1, on n'a pas les audiences parce que c'était la première ce matin, mais il y a la fameuse nouvelle partie de Bonjour à Eh 10 oui, heures, donc il faudra qu'on voit un petit peu ce que ça va donner. complètement. Euh, sur Arte, ce sera Le Fils de l'homme d'Alfonso Cuarón. Alors on continue sur Oh! de Alfonso Cuarón. Très 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 bon film là aussi, hein. Ouais, mais très très dur, hein. Trigger warning, hein. Ouais, Vraiment, ouais, faites ouais. attention, il y a des trucs. D'ailleurs, je voulais le dire tout à l'heure, on vous a parlé du dernier duel. Faites attention, hein, le dernier duel a Oui, des oui, scènes oui, qui oui, sont bien sûr, plutôt c'est bien choquantes. sûr. Mais Donc si ouais, vous êtes ouais, mal ouais. à l'aise avec tout ça, il faut quand même faire attention. Sur W9, il y aura la première étoile. Sur Oui. TFX, il y aura le Paris Oh! avec Didier Bourdon et Bernard Campan. C'est marrant parce qu'ils avaient déjà passé ces films-là l'année dernière en début d'année, puisque Ah, j'ai pu faire découvrir le Paris à Maëva du coup. ah bah Et à noter également le Témoin amoureux sur voilà. Ah TF1 oui. Série Film, que j'avais découvert l'année dernière à Noël sur TF1, que j'avais beaucoup aimé. iRobot sur Sister. Eh bah dis Et donc. l'arrivée en inédit sur Canal+ Cinéma de Avignon avec Baptiste Le Caplin et Alison Wheeler. Et quel Ça avait été dimanche! vraiment ma comédie romantique de l'été. Quel dimanche à la télé, hein. Ne dites pas, il n'y a jamais rien à la Ah télé. non, là franchement, c'est top. C'est vraiment top. Un très très bon choix. Eh ben écoute, je pense qu'on a terminé ce Ouais, Critflix à on a distance. terminé. Voilà, donc vous aurez eu la tête de David en début d'émission. Elle se Ouais, non, sera en fait, éteinte, voilà. je pense que la vidéo me pompait trop de Ouais, y a pas de connexion souci. Wi-Fi et c'est pour ça. Donc peut-être qu'on peut Bon. même ne pas mettre ma tête du tout, mais à Oui, bah voir. écoute, je m'en arrangerai au montage. En tout cas, vous aurez eu Ok. nos voix et c'est le plus important. Puisque je ne l'ai pas rappelé, mais vous pouvez nous soutenir sur patreon.com/critflixmedia à partir de 1 € pour avoir les podcasts un jour avant tout le monde. On vous diffuse aussi quelques petites choses un petit peu inédites et puis ça fait du bien d'être soutenu aussi si vous nous écoutez. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Dans tous les cas, on se rejoint la semaine prochaine pour un nouveau Critflix, peut-être en live cette fois-ci pour vous parler des Ouais. attentes qu'on a pour 2026, que ça soit des attentes films ou séries, ou même jeux vidéo si vous le souhaitez. En tout cas, on sera en Bah, live, donc pourquoi pas. n'hésitez pas à venir discuter avec nous. La semaine prochaine, on vous donnera les horaires dès qu'on les aura. Et puis en attendant, bah, regardez les films, regardez la télévision et n'hésitez pas à ressortir votre décodeur. À la semaine prochaine. Salut, salut!